13h sur RTI 1, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. En Côte d'Ivoire, le lancement hier de Abidjan, Ville Lumière, par la première dame Dominique Ouattara. Cette 11e édition s'est déroulée dans la commune du Plateau. Abidjan, Ville Lumière 11, qui marque le top départ des fêtes de fin d'année, notamment la Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel le 19 décembre dernier des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de la commune de Port-Bouët. C'était en présence du Premier ministre, Patrick Hachi, qui a également présidé la cérémonie de signature de 5 accords pour le financement du métro d'Abidjan. Enfin, la visite aujourd'hui aux États-Unis du président ukrainien. Volodymyr Zelensky rencontre son homologue américain Joe Biden. Un conseil des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les échanges et travaux sont bien sûr présidés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons largement revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Abidjan, désormais ville fortement et agréablement illuminée à la tombée de la nuit. En effet, la première dame Dominique Ouattara a procédé hier à la mise sous tension des illuminations du district. Cet événement baptisé Abidjan, Ville Lumière édition 11 donne le top départ des festivités de fin d'année. Les précisions de Viviane Haïm. Que la lumière soit. Abidjan s'est drapé depuis ce mardi 20 décembre dans ses habits de lumière pour célébrer Noël qui arrive. La Noël, la lumière de Dieu qui vient au monde. Pour parfaire la symbolique, le district d'Abidjan a choisi l'avenue Jean-Paul II, en face de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, pour le lancement de cette illumination. Comme lors des précédentes éditions, c'est dans une ambiance de musique, de danse, de cris d'enthousiasme des populations sorties en grand nombre, donnant déjà un avant-goût de la fête de Noël et du Nouvel An qui s'annonce, que s'est déroulé l'événement. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus à l'unisson des populations qui l'ont acclamée. Abidjan Ville Lumière est à sa 11e édition et suscite chaque fois autant de fascination. Dans quelques instants, comme une mariée heureuse de convoiler en juste noces, Abidjan va apparaître drapé de ses plus beaux habits de fête. Vous pourrez alors contempler avec une joie apaisante certaines artères qui vous rappelleront par la lumière que le beau, ce qui est beau, existe. Que dire de ce grand sapin majestueux que vous avez devant vous, surmonté d'une étoile étincelante, rappelant l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, ce jardin commun à toutes les religions, élégamment vêtu avec son allure fière, imposant le respect à tous les passants. Abidjan, perle des lagunes. Abidjan, ville verte. Abidjan, ville lumière, est prête à se laisser découvrir. Si l'événement se veut le lancement des festivités de Noël et du Nouvel An, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a tenu à exprimer sa solidarité envers les familles vulnérables à l'occasion de ces fêtes. La cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan est certes un rendez-vous festif qui souligne avec éclat la magie des fêtes de fin d'année. Mais c'est surtout et aussi une nouvelle occasion d'exprimer notre solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est dans ce même esprit de partage que nous offrons, à partir de ce soir, des dons en vivres qui seront remis à des familles vulnérables à travers tout le district d'Abidjan, afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je voudrais vous souhaiter, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, un joyeux Noël et une heureuse année 2023. Joignant l'acte à la parole,
La première dame de Côte d'Ivoire a remis symboliquement des kits alimentaires à des familles. Ce sont des kits alimentaires pour un total de 11 200 000 francs offerts par la première dame qui seront ainsi distribués à plusieurs familles. Et pour parachever dans la joie et la beauté le lancement de ces fêtes de fin d'année, la première dame de Côte d'Ivoire a procédé à la mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, sous les acclamations de joie de la population et les tirs de feux d'artifice. Toujours en Côte d'Ivoire, l'aéroport international d'Abidjan, bientôt réhabilité, étendu et modernisé. Le Premier ministre Patrick Hachi a en effet procédé le 19 décembre dernier au lancement officiel des travaux d'extension de l'aéroport. Le chef du gouvernement ivoirien a également présidé la cérémonie de signature de 5 accords de financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Plus de détails, Jean-Louis Gbangbo. Voici à quoi ressemblera l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans 3 ans. Une superficie totale qui passera de 30 000 m² à 55 000 m². Parking véhicule de 800 places à 2400 places. Des passerelles au contact et tapis bagages doublés. Les travaux de cet ambitieux projet d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été lancés en présence du Premier ministre Patrick Hachi et augurent, selon ses concepteurs, un futur radieux pour le transport aérien ivoirien. La réalisation du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est une manifestation éclatante de l'œuvre d'édification d'un futur radieux pour notre pays conduit par le chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara. Cet aérogare sera connecté et donc équipé des dernières technologies biométriques dans un souci d'amélioration du parcours passager. Elle sera, à n'en point douter, le nouveau hub de l'Afrique de l'Ouest. Pour la Côte d'Ivoire, ce projet sera un vrai bijou et nous sommes très fiers d'y être associés. D'un coût de 330 milliards de francs CFA, ce projet d'extension, en plus de positionner Abidjan comme le cœur du transport aérien sous-régional, s'intègre dans la vision d'améliorer la mobilité dans la capitale économique. Le projet comprend donc la construction urgente de 2 aérogares lagunaires, sorte de terminaux avancés, l'un à Cocody et l'autre à Port-Boué, pour décongestionner le boulevard Giscard d'Estaing et l'aérogare principal de l'aéroport, donnant ainsi la possibilité aux voyageurs d'Abidjan Nord de remplir les formalités de voyage à Cocody et de traverser la lagune en bateau pour embarquement. Ce projet qualifié de stratégique est réalisé avec le soutien et la participation de la France, dont le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a pris part au lancement des travaux. Ce projet traduit de façon concrète, évidente, aux yeux du reste du monde, la montée en puissance de la nation ivoirienne, qui attire toujours plus de flux humains, de flux commerciaux, de flux financiers. Je suis donc certain que ce futur aéroport fera la fierté des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je suis certain qu'il fera aussi la fierté de la France, qui accompagne financièrement, techniquement, ce projet. Le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport d'Abidjan traduit surtout la volonté d'accélérer la croissance ivoirienne qui passe par une meilleure ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, nous posons une première pierre dans notre sol qui, bien vite, sera un nouvel envol. Et ce nouvel envol, ce ne sera pas simplement celui d'un nouvel aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce sera aussi celui de la capitale économique dans laquelle il s'inscrit. Ce sera celui des territoires qui le relient, intérieurs, sous-régionaux ou continentaux. Ce sera aussi le symbole de l'attractivité et du rayonnement formidable de notre pays, gagné sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et grâce à l'engagement de tout un peuple. Construit dans les années 70, symbole du miracle ivoirien, l'aéroport d'Abidjan n'accueillait plus que 640 000 passagers en 2011. Aujourd'hui, il en accueille 2,2 millions et ce projet devrait porter ce nombre à 5 millions à la fin des travaux prévus pour le second semestre 2025.
Autre actualité, les propriétaires fonciers de Côte d'Ivoire exhortés à déclarer et à payer leurs impôts. Appel lancé par la Direction générale des impôts, la DGI, qui organise actuellement une campagne de sensibilisation. L'administration fiscale entend donc mobiliser au moins 145 milliards de francs CFA au titre du recouvrement de l'impôt foncier en 2022. Les explications de la Ciné Bakayoko. Même si le paiement de l'impôt foncier enregistre une certaine progression, les services de l'administration fiscale éprouvent encore des difficultés pour asseoir et collecter ces importantes ressources, notamment dans la zone sud d'Abidjan où il existe un gros potentiel. Au regard de la densité et de l'importance du patrimoine foncier bâti des communes de Koumassi et de Margori, nous avons la certitude que bien informés et un peu plus engagés au respect des obligations fiscales, nos populations sensibles au service fiscal, les paiements au titre de l'impôt foncier peuvent être bien meilleurs. Cette campagne impliquant les collectivités décentralisées, les élus locaux et les propriétaires fonciers est destinée à accroître les capacités financières des communes. Pour réussir les diverses missions au profit de leurs administrés, les maires ont besoin de l'impôt foncier. Payer l'impôt foncier, c'est contribuer au budget de nos mairies. Payer l'impôt foncier, c'est donner les ressources aux élus pour prendre soin de notre commune. Payons donc l'impôt foncier pour assurer la collecte des ordures ménagères que nous produisons tous les jours. De 58 milliards en 2016, la Direction générale des impôts s'est fixé un objectif de 145 milliards d'impôts fonciers pour l'exercice budgétaire 2022. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale s'ouvre au grand public. L'OSCS a en effet organisé récemment une rencontre. Objectif, expliquer aux populations sa mission et son fonctionnement. Événement en présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo. Pour en parler, Michel Mambo. L'OSCS, Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, organe de veille, d'alerte et d'aide à la décision. La structure s'ouvre au grand public. Au cours de cette cérémonie de présentation, son directeur général fait le point des actions menées depuis sa mise sur pied. Les perspectives sont également évoquées. Nous avons défini 3 axes. Il y a le renforcement donc de mécanismes d'alerte précoce. Il y a également la mobilisation des communautés pour l'alerte précoce, pour la prévention de conflits. Et il y a enfin donc la coordination des actions de mécanismes d'alerte précoce, mais aussi de réponse rapide. L'OSCS compte plus de 9000 moniteurs et monitrices d'alerte précoce déployés à travers le pays. Leur rôle, faire remonter l'information en cas de conflit, d'accident, de violence ou encore d'inondation. De véritables relais qui facilitent la réponse aux situations de crise, même dans les hameaux les plus reculés. Depuis que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis l'opérationnalisation de cet organe en 2012, l'Observatoire a progressivement fait d'importantes réalisations. Il a pu doter notre pays d'indicateurs de solidarité et de cohésion sociale pour mesurer de manière objective la solidarité et la cohésion sociale. Il a mis en place le mécanisme national d'alerte précoce et mobilisé plus de 9000 moniteurs et monitrices volontaires pour son animation dans le cadre du suivi quotidien de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale. Il s'est doté d'une base de données qui permet d'archiver des faits et situations en lien avec la solidarité et la cohésion sociale. Cette base de données permet de mieux planifier les actions à entreprendre pour le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. Bientôt les échéances électorales, l'OSCS accentue le processus de recrutement pour une présence effective sur tout le territoire national. Toujours en Côte d'Ivoire, 80 tricycles remis il y a quelques jours à des groupements de jeunes pépiniéristes de la région centre. Cette initiative du ministère des Eaux et Forêts s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Préfecture de Yamoussoukro, des tricycles, 80 au total, sont remis à une quarantaine de groupements de jeunes, des pépiniéristes, acteurs clés de la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Le projet bénéficie d'un financement de 16 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, constitué de dons et de prêts. Les bailleurs interviennent à hauteur de 13 millions et les populations et les bénéficiaires qui contribuent en nature au financement de ce projet. Le pays vise à 6,5 millions d'hectares de forêt d'ici 2030. La production de plants pour le reboisement est le champ d'action des bénéficiaires. Ils se réjouissent de cette aide. Nous venons de recevoir un cycle, vraiment cela nous va droit au cœur. Parce que ces dernières années, on constate vraiment un changement au niveau climatique. Donc cela a affaibli carrément nos rendements au niveau agricole. Donc nous souhaiterons nous aussi lutter contre ces changements climatiques en apportant notre appui au gouvernement. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, fait de la lutte contre la déforestation une priorité. Je dois atteindre un objectif en 2030 de 6 millions d'hectares de forêt. Mais pour atteindre ces 6 millions d'hectares de forêt, il faut que je fasse du reboisement. Et pour faire le reboisement, j'ai besoin de moyens. Et Dieu merci, grâce à la sollicitude du chef de l'État, la BAD a bien voulu financer un projet dans le cadre, n'est-ce pas, du bassin du Niger. Et ce projet nous permet de faire en sorte que la région de l'ancienne boucle du cacao puisse être reboisée. Mais le reboisement, pour le faire, il faut avoir les plans. Et pour créer les plans, nous avons créé des comités de groupement de pépinistes. Et il faut leur donner les moyens. Et nous leur donnons aujourd'hui ces moyens pour qu'ils puissent fabriquer les pépinières qui vont nous permettre d'avoir les plans pour pouvoir faire ce reboisement. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est financé par la Banque africaine de développement BAD. L'initiative est à mettre à l'actif de l'autorité du bassin du fleuve Niger. Des équipements agricoles offerts aux femmes de Gaumont, village situé dans le département de Sikensi, dans la région sud du pays. C'est un don du conseil régional de Niamey-Tiassa. Ces femmes disposent désormais d'une usine de transformation du manioc, infrastructure estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Les détails, Godefroy Okambawa. Le conseil régional de Niamey-Tiassa apporte encore une fois son appui aux femmes de la région. À Gaumont, dans le département de Sikensi, une usine de transformation de manioc en atiéké est livrée aux femmes. D'une capacité journalière estimée à près d'une tonne, l'unité est dotée d'une salle de conservation et de séchage de la moule de manioc et d'un appareil de conditionnement. Nous avons donc procédé à l'inauguration de l'usine de transformation du manioc qui va permettre à nos mamans qui sont la fondation, des fondations des familles, mais également le ciment de la famille, de vraiment travailler avec moins de pénibilité. Le coût de la mise en place de cette usine est estimé à 20 millions de francs CFA. Ça offre des opportunités de création d'emplois pour les jeunes, parce qu'il s'agira donc de développer des champs de manioc que nous allons encadrer et permettre à des jeunes, à travers donc des petites unités de transport, d'aller chercher le manioc pour ravitailler l'usine et être payé. Pierre Demba annonce pour les prochains mois un lycée professionnel agricole à Salué, avec pour option de former des jeunes au métier de l'agriculture et de l'élevage. Toujours en Côte d'Ivoire, où en est la lutte contre l'exportation illicite de la noix de cajou vers les pays limitrophes. Le district du Zanzan, dans le nord-est du pays, est fortement en proie à l'exportation frauduleuse de l'anacarde. Et pour mettre fin à ce fléau, les acteurs locaux s'organisent. La vigilance a été renforcée aux frontières. Les explications détaillées de Mahama Traoré. Cet après-midi, les entrepôts de cette coopérative sont bondés de sacs de noix de cajou.
Des centaines de tonnes entassées, d'autres en cours de séchage et de triage. Des signes évidents d'une campagne de commercialisation dense à Bondoukou, l'une des plus grandes villes productrices d'anacarde en Côte d'Ivoire. Pourtant, peu évident d'assister à de telles scènes lors des précédentes saisons. Les autres années, quand on commence une campagne comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas gagner bons produits. Tous les bons produits sortent. Mais cette année, grâce à leur soutien, ça va. À Bondoukou, ça va. Ça va à Bondoukou, comme dans toute la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Cette partie est du pays, qui constitue une zone frontalière, était jusque-là le cœur de la fuite du cajou vers les pays voisins. Par le passé, des acheteurs véreux proposaient des prix borchants plus alléchants aux producteurs, au détriment du marché local. Face aux préjudices subis, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs d'anacarde du Zanzan sonne la révolte. À la veille de la campagne 2022-2023, plusieurs actions de sensibilisation sont menées. La lutte nous a permis de, en tout cas, capter beaucoup de produits de nos producteurs. Parce qu'on avait en face de nous les trafiquants qui venaient même parfois lutter avec nous sur le terrain. Si toi tu vas, tu leur proposes un prix qui est bas et ils viennent proposer un prix qui est haut, vu qu'eux ne passent pas par la voie légale. Mais cette année, les prix ont été homologués et je pense que ça a permis à tout le monde, et surtout à la coopérative, d'avoir en tout cas tous ces planteurs réunis qui veulent forcément passer par la coopérative pour pouvoir vendre. Avec le soutien des forces de sécurité, des traques sont menées de nuit comme de jour. Des gendarmes dotés de moyens de mobilité équipés de drones veillent au grain. Avec ce dispositif dissuasif, difficile pour les trafiquants de charger des tonnes de produits dans de gros camions pour franchir la frontière. Recours donc aux engins à 3 roues pour emprunter des pistes rurales pour allier la frontière. Là également, la vigilance a fait ses preuves, plus de 100 tonnes de cajou saisies. De 2021, dont nous étions à 37 000 tonnes, 2022, le Gontougo a fait près de 80 000 tonnes. Et le Bunkani 2021, qui était à 23 000 tonnes, aujourd'hui est à 51 000 tonnes. Tous cumulés, qui est le district du Zanzan, de 60 000 tonnes, aujourd'hui se retrouve à 135 000 tonnes. Mettre fin à la fuite du cajou, c'est garantir la disponibilité de la matière première, à la fois pour les exportateurs et pour les usines de transformation. Quant aux producteurs, l'abondance des noix sur le marché local entraîne une hausse des prix borchants, passant de 305 francs CFA le kilogramme, comme fixé par le gouvernement, à 400 francs CFA le kilogramme. Là, comparé l'année dernière, à cette période, au niveau d'Abidjan, on était à 400 tonnes. On était à 400 tonnes. Et cette année, on est à 1000 tonnes. Il faut dire que ça a favorisé les choses. La lutte contre le transfert illégal des produits a aussi une incidence sur la qualité des fèves. Ce qui a été l'avantage, c'est que ça nous a permis de pouvoir s'adapter à cette manière de faire que nos frères de l'autre côté font. C'est-à-dire qu'ils traitent le produit d'abord avant de l'évacuer. En temps, les gens qui vont de l'autre côté avaient donné l'impression à nos différents producteurs que même le produit mouillé, on pouvait même l'acheter comme ça. En temps, les gens envoyaient de l'autre côté pour pouvoir traiter. Donc cette manière de faire là, on l'a adoptée. Cette année, je peux dire que ce qui a permis même à Bondoukou de pouvoir retrouver sa qualité d'antan. La main-d'œuvre locale, elle aussi, s'en tire à bon compte. Dans des entrepôts de coopératives, une prime journalière de 2000 francs CFA est proposée aux femmes chargées du tri. Une opportunité qui ne se présenterait pas quand des quantités importantes se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Ça nous a rien passé si ça va dans un autre pays. En tout cas, il n'y a pas un peu de boulot pour nous. Quand ça va à Abidjan, un tout mieux le travail, on peut travailler. Il y a un peu de boulot pour faire. Si le produit reste en Côte d'Ivoire ici, ça nous arrange aussi. Ça nous permet de travailler. Pour moi, en tout cas, je garde un peu pour que après Anacarde, je puisse prendre ça pour vendre, pour faire une petite commerce à côté. Pour cette première année de lutte drastique contre la fuite illégale des noix de cajou vers les pays limitrophes, les acteurs semblent avoir gagné la bataille. Reste à maintenir le cap sur la durée avec un soutien plus accru de l'État.
Autre actualité nationale et nous partons à Bouaké dans la région centre. La Direction générale des douanes a procédé à la destruction de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure, de médicaments falsifiés. La cérémonie d'incinération de ces produits dangereux s'est déroulée hier en présence des autorités administratives et judiciaires de la région de Bouaké. Les précisions dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Des flacons de tramadol, de Gebedol, de paracétamol, de diclo, de romamicil et des aphrodisiaques. C'est lot de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés ont été saisis par les agents de la direction régionale des douanes de Bouaké au cours de l'année 2022. Ces produits pharmaceutiques prohibés conduits à la décharge située près de la carrière route de Diabo ont été incinérés sous les regards du substitut du procureur et du secrétaire général de préfecture de Bouaké. En termes de valeur marchande, cela représente plus de 30 millions de francs CFA. En ce qui concerne les conséquences, elles sont nombreuses. Il y a les conséquences d'ordre sanitaire parce que ces produits-là induisent plusieurs maladies telles que le cancer, l'insuffisance rénale. On dit qu'ils ont des comprimés pour guérir telle maladie, alors qu'en réalité, c'est de la drogue. L'incinération de ces produits qui ont une conséquence sur la santé des populations et une conséquence sur l'économie du pays. Je voudrais donc féliciter les forces qui ont fait ces saisies et les encourager à continuer à faire ce genre de saisies. Aujourd'hui, c'est lui qui transporte, qui détient ou qui vend les stupéfiants ici prohibés encourt une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Alors pourquoi insister quand on sait que se priver d'une telle liberté pourrait nous être fatal? Tous ces produits falsifiés proviennent des pays limitrophes. Disons toujours non au coronavirus, respectons les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 4 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 916 cas confirmés de coronavirus, 87 073 personnes guéries, 830 décès et 12 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, la 2e édition des Awards du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Les auditeurs en fin de formation ont reçu leur diplôme. Il s'agit des promotions 2020, 2021 et 2021-2022. Le point, Pacom Didi et Didi Nguessan. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, honore ses zones 2020-2021 et 2021-2022. Ce sont des impressions de joie, de satisfaction, de reconnaissance envers l'institution qui nous a recueillis, envers aussi notre ministère de tutelle qui a bien voulu nous inscrire dans le programme. J'exhorte vraiment tous les cadres, tous ceux qui ont à charge de gérer des organismes, à vraiment venir se perfectionner au niveau du CAMPC. Plusieurs institutions et entreprises partenaires du CAMPC dans le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'INFAS et la RTI primée. Avec le CAMPC, lorsque nous faisons la formation en master en pédagogie, pour tout le volet qui comporte le management, nous travaillons avec eux. Et ce master en pédagogie, qui est un master interrégional, comporte déjà 7 pays. Donc il est important que ces personnes-là aient une formation en management. Cette cérémonie se tient en marge du 37e conseil ordinaire du CAMPC. Le conseil d'administration a renouvelé sa confiance au directeur général du CAMPC pour une période de 4 ans et désigné Sarima Issouf, ministre burkinabé de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, en qualité de nouveau PCA du centre. Il succède ainsi à Adizatou Kafougou, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger. Les grands axes vont être certainement le développement de l'infrastructure même
voilà, et l'accroissement des capacités d'accueil de l'infrastructure pour le bonheur des auditeurs. Et ensuite, des innovations à apporter quant à ce qui est des... En image, le dernier titre, la visite aujourd'hui du président ukrainien à Washington, aux États-Unis. Volodymyr Zelensky rencontre son homologue américain Joe Biden avant de prononcer un discours au Congrès. Selon la Maison-Blanche, cette visite historique du président ukrainien souligne que les États-Unis vont soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester RTI 1.